Édit de Nantes, d'avril 1598, décret de tolérance religieuse ou diktat de pacification à la française. Alors le problème posé par le roman national français, c'est qu'il préfère toujours les mythes des personnages historiques qui ont permis de formater la nation française, Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, François Ier, Louis XIV, Napoléon, à la véritable histoire des différents peuples qui se retrouvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la France. L'édit de Nantes et son auteur Henri IV en sont l'exemple type. Je sais bien que cette assertion, si elle ne va pas dans le sens des nationalistes français, ne conviendra pas non plus aux antinationaux, notamment ceux qui veulent l'émergence de l'homme nouveau dépossédé de ses identités séculaires. Deux idéologies donc qui s'affrontent aujourd'hui de façon outrancière dans les médias officiels sur l'histoire de France, alors qu'elles n'ont pas grand-chose à voir avec la vérité historique. Si on doit jeter le nationalisme, qui a causé tant de guerres meurtrières au XXe siècle, faisons-le au moins dans le respect des peuples qu'il a bafoués, écrasés, exterminés parfois. Alors que s'est-il donc passé au XVIe siècle en Bretagne, surtout dans la région dite des Marches, pays nantais, pays rennais, pays vantais, ouest du Maine et de l'Anjou, sud du Cotentin, nord de la Vendée. À la fin du siècle précédent, le duc de Bretagne François II venait de subir une défaite lamentable par la France à Saint-Aubin-du-Cormier en 1488. Sa fille Anne, héritière du duché à 13 ans, en prit une deuxième à Rennes en 1491, mettant définitivement fin aux espoirs de conserver sa Bretagne indépendante. Dans les deux cas, le prince de Rohan, un des plus riches de Bretagne, avait pris le parti du roi de France, privant les troupes bretonnes de très nombreux combattants, mais surtout renforçant celles du roi. Alors même si Rohan en voulait beaucoup au duc de Bretagne, qui avait refusé sa fille, future héritière du duché, comme épouse d'un de ses fils, était-ce une raison valable pour commettre une telle traîtrise? Quel amour les Rohan avaient-ils pour leur pays en le livrant ainsi à son plus ancien ennemi, la France? La revendication bretonne de leurs héritiers actuels apparaît bien ridiculement comique. Bon, s'ils ne sont pas responsables de la félonie de leurs ascendants, ils ne peuvent l'escamoter comme si c'était une simple faute bénigne, vu les conséquences dramatiques qu'elle a eues pour le duché breton, devenu province de France. En 1532, sous la menace d'une nouvelle guerre avec la France, de François Ier, les États de Bretagne réunis à Vannes avaient accepté de signer l'édit de Plessis-Massé, proclamant l'union dite perpétuelle des deux pays. Ce n'était là qu'un décret de soumission, certainement pas un traité de respect mutuel, mais le peuple breton dans son ensemble, notamment les paysans, les artisans, les commerçants, en somme le tiers-état, et surtout les nobles, étaient-ils prêts à accepter de se soumettre à Paris? Rien n'est moins sûr. Alors les gouverneurs du duché annexé de Bretagne, nommés par François Ier, sont bretons, au moins de naissance. Jean de Laval, baron de Chateaubriand, puis Jean de Bretagne, seigneur de Brosse, possèdent entre autres le riche comté du Penthièvre, qui s'étend de Saint-Malo à Saint-Brieuc, d'où partent les grands navires à voile à la conquête des mers et des terres nouvelles, Jacques Cartier au Québec par exemple.
En France, les guerres de religion sont engagées. Les troupes du prince de Condé, protestants, s'opposent à celles du duc de Guise, catholique. Sous Henri II, puis son frère Charles IX, roi de France et petit-fils de la duchesse Anne, la Bretagne est épargnée par la guerre. Le catholicisme y est largement majoritaire. Beaucoup de protestants ont déjà quitté le pays pour la Hollande. Dans son livre « La résistance bretonne du XVe siècle à nos jours », l'historien Philippe Toureau, en 2002, affirme qu'à la veille des guerres de religion, le pays nantais compte un prêtre pour 100 habitants. Et qu'un peu plus tard, au lendemain de celle-ci, il y a encore un curé pour 200 à 300 habitants en Haute-Bretagne. Le pays est une véritable pépinière d'ecclésiastiques qui sont ici 2 fois plus nombreux qu'ailleurs, écrit-il. C'est le clergé qui établit la paix sociale et spirituelle, évitant donc aux gouvernants les désagréments de troubles politiques et militaires. L'absence de résistance à la France, à cette époque, fait d'autant plus notable qu'il est unique à ce point, repose essentiellement sur la foi encadrée par le clergé. Bon, ajoutons quand même que la Bretagne apparaît relativement autonome, constituant une province réputée étrangère qui s'administre elle-même. Aucun impôt ne peut y être prélevé sans le vote de son Parlement. Les affaires juridiques sont exclusivement jugées par les tribunaux du pays et l'emprisonnement en cas de condamnation se fait en Bretagne. Les soldats bretons ne peuvent être enrôlés, service d'ost, que pour se battre dans leur province. La conscription obligatoire, décrétée 200 ans plus tard par les républicains pour aller combattre les Prussiens à la frontière orientale du royaume, sera la principale cause de la réaction contre-révolutionnaire en Bretagne à partir de 1793. Alors, on le sait, ces conflits armés qu'on a appelés guerres de religion sont avant tout des oppositions politiques d'influence. La preuve, c'est que les différents traités proposés par les rois de France pour tenter d'enrayer les troubles et les massacres surtout, traité de Saint-Germain, paix de Beaulieu, paix d'Amboise, consistent à accorder des places fortes de sûreté aux protestants, pour la Bretagne intérieure par exemple, surtout celle des princes Rohan, Blain, Pontivy, Josselin. En fait, les protestants, comme les catholiques d'ailleurs, contestent d'abord l'autorité royale. Henri III doit faire face à des partis politiques et religieux soutenus par des puissances étrangères qui laminent son influence, le parti des malcontents, le parti des protestants et pour finir celui de la Ligue catholique qui parvient à le faire assassiner. Il meurt à Saint-Cloud le 2 août 1589 après avoir été poignardé par le moine Jacques Clément. Mais en 1582, Henri III avait nommé gouverneur de Bretagne son beau-frère, Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur. Celui-ci a épousé Marie de Luxembourg, la duchesse de Penthièvre, qui rêve de restaurer l'indépendance bretonne. Alors rappelons, encore une fois, que c'est de Saint-Malo et d'Inard que partent la plupart des navires à la conquête du Nouveau Monde, et c'est du tissage des voiles et des cordes à partir de la culture du chanvre que l'arrière-pays de ces 2 grands ports fait la fortune des marchands et des armateurs bretons. En 1589, le gouverneur Mercœur s'oppose donc très fermement au roi Henri III qui le révoque. Mais Mercœur persiste à se proclamer gouverneur de Bretagne et même grand-duc, donc souverain, n'acceptant aucune autorité au-dessus de lui. La guerre est inévitable, d'autant plus que Mercœur, soutenant la Ligue contre son beau-frère, fait appel aux troupes espagnoles catholiques pour chasser les protestants de son duché. En fait, on le comprend bien,
c'est au riche Rohan protestant qu'il s'en prend. N'oublions pas, je le répète, je l'ai déjà dit au début de cet exposé, que c'est le ralliement des Rohan au roi de France qui a provoqué la défaite désastreuse des Bretons du duc François II de Montfort à Saint-Aubin-du-Cormier en 1488. Les Rohan sont donc bien responsables en premier lieu de la perte d'indépendance du duché de Bretagne. Sous Henri IV, qui renie sa foi protestante pour accéder au trône de France en 1593, Paris vaut bien une messe, les choses ne s'arrangent pas pour Mercœur, surtout depuis l'assassinat du duc de Guise en 1588 et celui un an plus tard du roi Henri III. Partout en France, les forces de la Ligue s'amenuisent, laissant la Bretagne comme seule véritable source de résistance catholique. En 1592, Mercœur a remporté une victoire importante à Cran, dans le Maine, mais il a perdu Quimper et Morlaix quelques mois plus tard. La soumission du duc de Mayenne et la mort politique de la Ligue le contraint d'ouvrir des négociations de paix dès 1594. Surtout, le peuple de Bretagne en a assez des exactions des troupes espagnoles qui se comportent comme des forces d'occupation, pillant les fermes et les ateliers. En 1598, devant l'intenable situation, la France et l'Espagne décident de faire la paix. Les troupes espagnoles se retirent de Bretagne, laissant Mercœur affaibli. Celui-ci n'a d'autre choix que d'accepter les pourparlers avec Henri IV, qui se déplace à Angers pour lui proposer la reddition honorable de la province bretonne. L'édit de Nantes, qu'il demande au gouverneur de signer, instaure en France une situation souvent célébrée comme la naissance de la tolérance en Europe. En fait, l'édit n'offre pas une paix de religion bien exceptionnelle. Il maintient un État catholique dans lequel le protestantisme est toléré, mais reste défavorisé. Il proclame le rétablissement de la religion romaine partout où elle avait cessé de s'exercer et la restitution des églises et biens ecclésiastiques à leurs premiers possesseurs, alors que le culte protestant ne peut s'exercer librement partout. L'édit officialise surtout la fin définitive des espoirs de restaurer l'indépendance bretonne en échange d'une grosse somme d'argent remise à Mercœur. C'est cela que l'on peut appeler dès cette époque la pacification à la française, politique qui sera pratiquée de nombreuses fois dans les siècles suivants, particulièrement au XIXe, au moment des conquêtes de ces futures colonies en Afrique et en Asie. Le seul but du pouvoir parisien n'a jamais été d'établir des règles d'équité religieuse ou politique, mais bien exclusivement d'agrandir et de conserver le territoire dit français. Notre pauvre, entre guillemets, roi Henri IV, qui voulait, selon les dires du roman national, que chaque Français puisse manger la poule au pot tous les dimanches, n'obéissait qu'à une politique nationale qu'on lui avait imposée pour monter sur le trône, le maintien d'une France une et indivisible. Alors même si cet adage a été récupéré par la République naissante en 1789, il est bien dans l'idée des rois qui l'ont précédé, particulièrement François Ier. Ce n'est pas pour rien que celui-ci promulgue l'édit de Villers-Cotterêts, faisant du français la seule langue officielle du royaume et interdisant l'usage du latin ou de tout autre dialecte pour la rédaction des actes administratifs sur l'ensemble du territoire. Voilà pourquoi je considère que l'édit de Nantes est plus un traité de pacification à la française que de tolérance religieuse.